Bonjour, je m'appelle Isabella Baltaro. C'est un plaisir d'être avec vous pour vous entretenir de la transformation de votre entreprise qui pourrait prendre l'expression comme PME, petite et moyenne entreprise. La présentation durera environ 1 heure et vous devriez avoir devant vous les documents que nous utilisons au cours de la prochaine heure. La présente séance se veut interactive. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fil de la présentation. Je compte aussi laisser un peu de temps à la fin pour questions. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de la croissance de votre entreprise qui pourrait se transformer en petite moyenne entreprise de plus grande envergure. Voici ce que j'ai l'intention d'aborder aujourd'hui. Je vais commencer par une introduction. On va parler de gestion de la croissance et de l'expansion. Aussi, je vais présenter les principaux chiffres à comprendre et à surveiller. On va faire un calcul de ratios qui vous feront progresser ou couler dans l'entreprise. On a aussi une étude de cas, Scarves of the North, quelques conseils fiscaux et financement. Aussi une liste des outils et ressources que vous pouvez utiliser pour aider votre entreprise. Parmi les 2,4 millions d'entreprises au Canada, 1,3 million sont des entreprises n'ayant aucun employé, propriétaire seul, entreprise individuelle. Plus de 600 000 ont entre 1 et 4 employés. Environ 460 000 ont entre 5 et 99 employés. Juste 21 000 ont entre 100 et 499 employés. Et juste 3 000 entreprises ont 500 employés ou plus. Selon Statistique Canada, le revenu moyen d'entreprise d'une petite entreprise qui compte moins de 4 employés est de 41 000 par année. Ça veut dire 789 $ par semaine. L'une des questions les plus difficiles à laquelle sont confrontés les entrepreneurs en ce qui concerne la croissance est la suivante. Quand et comment dois-je m'y prendre? Êtes-vous prête? Posez-vous les 4 grandes questions suivantes. Y a-t-il une demande croissante pour mon produit ou mon service? N'entreprenez pas une vaste expansion tant que vous n'êtes pas prêt. Le moment est idéal si vous avez tellement de commandes que les coutures menacent de céder. Ou si vous ne venez pas à bout de tout votre travail et avez besoin de plus d'espace et de plus d'employés car la demande y est déjà. Assurez-vous cependant que votre affaire n'est pas saisonnière et que vous ne travaillerez pas simplement en période occupée. Le rythme de vos activités doit être soutenu et si ce n'est pas le cas, votre stratégie de croissance doit le refléter. Exemple, embauche de travailleurs saisonniers ou temporaires supplémentaires en période de pointe ou de nouveaux employés à temps plein. Ne prenez pas d'expansion si vous espérez seulement que vos ventes augmentent. Prenez de l'expansion seulement lorsque les coutures menacent de céder et qu'il semble évident que vous devez grandir. Si vous déboursez des sommes supplémentaires pour prendre de l'expansion, puis essayez ensuite d'augmenter vos ventes sans succès, vous pourriez ruiner votre entreprise. Mon entreprise dispose-t-elle d'ensemble de compétences et de ressources nécessaires? Avez-vous des compétences en matière d'exploitation, d'administration, ainsi qu'en vente et marketing? Ce n'est pas un drame si vous ne possédez pas personnellement toutes les compétences, dans la mesure où vous pouvez payer des sous-traitants pour faire le travail.
Par exemple, vous embaucherez un commis comptable à temps partiel pour s'acquitter des tâches comme payer les fournisseurs, faire le rapprochement bancaire, produire des déclarations TPS et TVH, tâches administratives ou un concepteur web pour gérer les fonctions Internet liées au marketing et à la vente. Donc, y a-t-il des compétences que vous ne possédez pas et pour lesquelles vous trouvez quelqu'un? Quel coût supplémentaire faudra-t-il engager? Louerez-vous une usine, un bureau ou un magasin plus grand? Combien cela coûtera-t-il et quelle sera la durée de votre engagement? Envisagez-vous d'embaucher des employés à temps plein? N'oubliez pas que leur salaire entraîne des coûts supplémentaires comme l'appart pour le régime de pension de Canada ou le régime de rente de Québec ou le régime d'assurance emploi, les primes pour le régime public de santé et sécurité au travail. Vous serez également responsable des coûts de cessation d'emploi si les choses ne se déroulent pas comme prévu. Devrez-vous aussi débourser pour une stratégie et un plan de vente et de marketing afin de stimuler les ventes? Mettre dans une telle situation, mieux vaut attendre que la demande pour votre produit, service soit au rendez-vous. Est-ce que l'expansion ressort-elle le résultat net? Il ne s'agit pas seulement d'augmenter le chiffre d'affaires. Le résultat net profit doit également monter. Autrement dit, pourquoi engager les coûts supplémentaires et subir le stress de croissance si les revenus supplémentaires ne couvrent pas au moins ces coûts supplémentaires? Il importe d'établir une projection détaillée de l'état de résultat relativement en chiffre d'affaires ainsi que de tous les coûts supplémentaires pour avoir une idée de votre avenir financier. N'oubliez pas de fonder toute projection sur des documents financiers existants et exacts. Ne supposez pas simplement qu'il y aura une grosse augmentation de chiffre d'affaires parce que vous pensez à ça. Il n'y a pas lieu de vous maintenir à vous-même. Soyez réaliste. Il y a quelques éléments à prendre en considération lorsque la croissance est envisagée. Quelques mesures de la rentabilité. Les profits augmentent-ils de façon constante ou varient-ils à la hausse et à la baisse? N'oubliez pas, il ne suffit pas de penser aux ventes. Celles-ci peuvent augmenter, mais si les profits n'augmentent pas aussi, il y a un problème. Un autre élément à prendre en considération, c'est le fonds de roulement et efficience opérationnelle. Une organisation plus vaste, dont les activités et les coûts sont plus importants, aura besoin de plus de liquidités pour ses exploitations. Disposez-vous de suffisamment de liquidités ou de crédits pour absorber ces coûts supplémentaires à mesure que croît votre entreprise? Est-il possible de grandir en trouvant et en corrigeant les inefficiences de votre exploitation actuelle plutôt qu'en prenant de l'expansion? Un autre élément important, ça va être le réseau de distribution. Votre réseau actuel est-il en mesure de traiter les activités supplémentaires? Devez-vous élargir votre réseau? Vous pouvez demander aux participants de former des équipes de deux, de servir de leur propre entreprise comme exemple et de discuter de certains de leurs objectifs et stratégies en matière de croissance d'entreprise. Ça peut durer 5 minutes. Et demandez à quelqu'un de présenter les commentaires de son équipe. Principaux chiffres à comprendre et à surveiller. L'élément essentiel est une tenue de compte mensuel
à la fois efficace et précise, vous devez tenir vos comptes de façon rigoureuse pour bien exploiter votre entreprise. Un bon commis comptable, même à temps partiel, vous sont pesant d'or. N'attendez pas que le comptable externe ait terminé vos états financiers et déclarations fiscales 3 mois après la fin de l'exercice pour prendre connaissance de la performance de votre entreprise. Ça sera trop tard. N'oubliez pas que les principaux chiffres doivent être comparables à ceux de la période antérieure, au budget de l'exercice en cours, à ceux des concurrents. Autre élément important à prendre en considération sera qui s'occupera de votre comptabilité. Vous n'aurez probablement pas le temps, alors peut-être votre conjoint ou vos enfants. Devez-vous embaucher une personne à temps partiel ou à temps plein? C'est quand? Si vous embauchez quelqu'un, visez la qualité, demandez des références. Un des premiers indicateurs qu'il faut regarder quand on analyse une entreprise sera le chiffre d'affaires, les ventes. Voilà où tout commence. Vous devez connaître le cumul de votre vente depuis le début de l'exercice. Un bon logiciel de tenue de compte vous facilitera la tâche. Les chiffres d'affaires n'est toutefois que le point de départ. Il n'y a pas lieu d'augmenter les chiffres d'affaires s'il n'y a aucune incidence positive sur le résultat net. Donc, un élément financier important, c'est la marge brute. Elle permet d'évaluer combien vous tirez de la vente de vos produits. Elle est exprimée sous forme d'un pourcentage des ventes. Ça veut dire vente moins coût de marchandises vendues égale marge brute. Coûts de marchandises vendues sont les matériaux et les salaires. Comme une note, je suggère, si vous fournissez des services, vous n'avez pas réellement des produits à vendre. Envisagez donc de traiter le coût de la prestation de service au client, comme exemple le salaire de vos employés, comme étant le coût de marchandises vendues, de sorte que la marge brute correspondrait au chiffre d'affaires moins le coût de cette prestation. Une partie très importante dans l'analyse de votre état financier sont les charges. Regrouper les charges semblables comme charges d'exploitation et frais d'administration, de vente et de marketing et adopter une vue d'ensemble qui vous permettra de constater si vos coûts réduisent votre résultat net. Pensez à votre situation personnelle et aux charges qui sont engagées dans chaque catégorie pour votre entreprise. Assurez-vous de comprendre tous les chiffres et le total. Le résultat d'exploitation, aussi connu sur l'appellation résultat avant intérêt et impôts, bénéfice avant intérêt et impôts, BAII, il s'agit du centre de vos activités. Gagnez-vous d'argent avant de tenir compte de coûts de financement de vos activités? Dans le négatif, vous devez changer quelque chose ou cela ne vaut pas la peine de continuer. Un autre élément qui est semblable au résultat de l'exploitation, c'est le bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement, mais exclut les coûts répartis comptabilisés au titre de vos immobilisations, comme le mobilier de bureau et le matériel informatique. Cet élément vous donne une idée générale du flux de trésorerie d'exploitation et souvenez-vous que le flux de trésorerie sont vitaux pour votre entreprise. On arrive au résultat net, ce qui reste une fois toutes les charges déduites du chiffre d'affaires. C'est le bénéfice net avant impôt. Il est négatif, il y a une perte. Pendant combien de temps accepterez-vous de subir la perte?
Souvenez-vous que beaucoup de gens continuent d'exploiter trop longtemps une entreprise qui subit des pertes et finissent par crouler sous les dettes pour continuer d'exploiter. Il faut savoir quand s'arrêter et passer à autre chose s'il y a lieu. On va parler maintenant de bilan. 2 points importants de regarder dans un bilan, c'est la balance chronologique des comptes clients et la balance chronologique des comptes créditeurs. La balance chronologique des comptes clients, c'est une liste de chaque somme due par client, y compris les taxes telles la TPS et la TVH selon l'ancienneté des factures. Cet élément est essentiel pour vos flux de trésorerie si vous ne percevez pas vos comptes à temps. Vous devrez financer vos activités en vous entendant davantage, ce qui vous coûte de l'intérêt. Les comptes clients sont habituellement divisés comme suit. Mois de 30 jours, de 30 à 59 jours, de 60 à 89 jours et 90 jours et plus. La balance chronologique des comptes créditeurs, c'est la liste de montants que vous devez à chaque fournisseur. Ils sont importants car vous devez savoir quand les montants sont exigibles pour éviter les retards de paiement et profiter des escomptes pour paiement anticipé. Attention, ce genre de détails peut faire la différence entre un profit et une perte. Voici les principaux ratios que vous devez connaître et pourquoi vous devez les connaître. C'est la marge bénéficiaire brute, la marge d'exploitation, ratio de liquidité générale, ratio de liquidité relative, rotation des créances ou des clients, ratio emprunt capitaux propres. La marge bénéficiaire brute est égale au bénéfice brut, ça veut dire vente diminuée du coût des ventes, divisé par le montant de chiffre d'affaires ou des ventes. Cet élément est important lorsqu'on compare les chiffres aux chiffres des périodes précédentes. Un élément essentiel sont pour les grandes sociétés ouvertes comme Apple. Surveillez ce point attentivement. Je donne des exemples. Maintenant, leur prix pour conserver une marge bénéficiaire brute élevée. L'augmentation des coûts et l'incapacité de transférer cette hausse aux clients ont-elles nuit à la marge bénéficiaire brute? Il est crucial d'analyser vos produits séparément, lesquels favorisent la marge bénéficiaire brute la plus élevée. La marge d'exploitation égale au bénéfice excluant l'intérêt et les impôts divisé par le montant de chiffre d'affaires ou de ventes. Elle montre comment se portent les profits tirés de votre activité principale. Ratio de liquidité générale équivaut au total de l'actif à court terme divisé par le total de passifs à court terme. Le ratio de liquidité générale permet d'évaluer la capacité d'une entreprise à s'acquitter de ses obligations financières à court terme. Une valeur supérieure à 1 est souhaitable. Comme exemple, actif à court terme est de 60 000 et le passif à court terme sera 35 000. 60 000 divisé par 35 000, ça donne 1,7. C'est une valeur supérieure à 1. Donc, la liquidité de notre entreprise est très bonne. Ratio de liquidité relative ou de liquidité réduite ou de trésorerie relative équivaut à l'actif à court terme moins les stocks et les charges payées d'avance divisé par le total de passifs à court terme. Cet élément donne un aperçu de votre situation de trésorerie et de votre capacité à effectuer des paiements qui seront exigibles sous peu. Il s'agit d'une mesure
clé pour les banques puisqu'il permet d'évaluer la solvabilité de l'entreprise. Le ratio devait être supérieur à 1 afin de montrer que l'encaisse est suffisante pour s'acquitter de passifs à court terme à régler. La rotation des créances clients équivaut aux ventes à crédit net divisé par les créances clients moyenne des soldes de vos créances clients des 2 dernières années. Cet élément est important pour les entreprises qui facturent les produits et services à leurs clients et sont payés par la suite plutôt que de percevoir immédiatement des liquidités au moment de la vente. Un ratio plus élevé signifie que vous percevez les liquidités plus rapidement. Je vous donne un exemple. Si les ventes à crédit net sont de 200 000 et les créances de clients moyens sont de 20 000, le nombre de jours d'année divisé par cet résultat de ratio de 10, ça nous donne une moyenne de 36,5 jours, période de collection de nos créances. Cette ratio montre l'importance du financement par emprunt dans l'exploitation de l'entreprise ou la mesure dans laquelle elle a recours à l'endettement plutôt qu'aux bénéfices non répartis pour financer ses activités. Après avoir montré cette diapositive, demandez aux participants de faire l'activité sur le document intitulé « Jeu d'association » où les participants associent les chiffres clés ou les ratios à sa description. On va faire maintenant une étude de cas, Scarves of the North, où l'objectif de cette section c'est d'être en mesure d'analyser les problèmes d'une entreprise existante en examinant ses résultats financiers. Qu'est-ce que je vous conseille? C'est de former des groupes, passer en revue l'étude de cas et analyser les chiffres. Répondez aux questions sur le document distribué et n'oubliez pas de voir au-delà des chiffres pour savoir pourquoi la société est rendue là. Vous passerez ensuite en revue l'étude des cas. En analysant les résultats de l'étude de cas, Scarves of the North, on voit que le chiffre d'affaires a augmenté, mais selon des montants et des pourcentages plus faibles. Dans l'exercice 2, le chiffre d'affaires a augmenté par 5 600 $, ça veut dire 160%. Mais dans l'exercice 4, juste de 5 100 $, ça représente 35% de chiffre d'affaires. J'ai une question. Pourquoi les marges brutes diminuent dans cette entreprise? Et peut-être parce que la majorité de la croissance de chiffre d'affaires est attribuable à des ventes à des détaillants dont les marges brutes sont plus faibles. On voit que dans l'exercice 1, la marge bénéficiaire brute est de 83% et il diminue jusqu'à l'exercice 4 à 65%. Les charges ont augmenté de façon importante depuis 4 ans. Les frais d'administration ont augmenté en raison du traitement de commandes, de la tenue de compte, de la mise à jour de site web, de 300 $ à 6 000 $. On voit que les salaires sont importants. La belle-mère a donné de son temps au cours de l'exercice 1, mais lorsque la production est passée à 230 écharpes, à l'exercice 2, elle ne pouvait plus s'offrir à la tâche, donc les salaires ont monté à 7 000 $. Encore, combien de temps Fred peut-il se permettre de subir des pertes? On doit se demander ça aussi. Comment Fred finance-t-il l'entreprise puisqu'il ne génère aucun profit? En matière de dette, les cartes de crédit coûtent cher. Une analyse non financière est aussi importante pour une entreprise, comme analyse la concurrence en raison de l'imitation d'autres maires ou si cette entreprise est vraiment viable. Maintenant, je vais vous parler de quelques
conseils sur la stratégie fiscale efficace. Un élément important, c'est le taux d'imposition des bénéfices de société. Je veux donc comme exemple le taux d'imposition fédéral de base pour les petites entreprises exploitées activement est de 11%. 38% de base, moins 10% pour l'abattement de l'impôt fédéral, moins 17% pour la déduction accordée aux petites entreprises. Combiné au taux provincial, pour les petites entreprises, le taux d'imposition global augmente de 4% environ. Un exemple, en Ontario, il est de 15,5%, moins 11% comme taux fédéral, plus 4,5% comme taux provincial. Ce taux s'applique tant que le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 500 000 $, en supposant qu'il n'y a aucune société associée. Ces taux sont plus faibles que ceux qui s'appliqueraient à vous en tant que particulier, mais les fonds sont immobilisés dans la société. Le fractionnement de revenus est un autre avantage. Il s'agit de transférer des sommes tirées de dividendes au conjoint ayant le revenu le plus faible. À part le taux d'imposition, une autre décision importante, c'est de choisir entre salaire ou dividende. L'argent est retiré de la société sous forme de salaire ou de dividende. Le gouvernement fait en sorte que le total des impôts soit environ le même que vous touchiez un salaire ou des dividendes. Si vous laissez les profits dans la société, puis que vous payez ensuite un dividende à même le bénéfice après impôt, l'impôt de la société ajouté à celui du particulier sur ce dividende équivaut environ à l'impôt que ce même particulier aurait à payer sur un salaire. Le principal avantage des dividendes est lié au calendrier. Si vous versez le dividende plus tard, l'impôt sur celui-ci n'est pas exigible qu'ultérieurement. Le faible taux d'imposition des bénéfices d'une entreprise exploitée activement vise à favoriser la croissance par le réinvestissement d'une partie de ces bénéfices dans son expansion. Exemple, achat de matériel, embauche d'employés. Un salaire est souvent versé pour deux raisons. Pour créer des gains ouvrant droit à pension au titre du régime pension de Canada, RPC. Le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour 2014 est de 52,5 000 $. Si votre salaire est égal ou supérieur à ce montant, vous devrez cotiser 2 425 $. La société versera un montant équivalent, de sorte que le total versé au titre de votre RPC sera de 4 851 $. Pour créer un revenu gagné qui ouvre des droits de cotisation à un REER, le maximum déductible au titre de REER pour 2014 est de 24 260 $. Un salaire de 134 000 aurait été nécessaire en 2013 pour avoir le droit de cotiser le maximum pour 2014. Le plafond pour l'exercice suivant est de 18% de revenus gagnés l'année précédente, plus tous les droits inutilisés de cotisation à un REER qui ont été reportés. Un autre point de vue sur la stratégie fiscale efficace sont de faire attention aux frais de gestion. Les frais de gestion doivent être raisonnables pour qu'ils soient déductibles. Ils doivent aussi avoir été engagés en vue de produire un revenu et on doit être tenu de les payer en vertu de la loi. Les frais de gestion doivent être payés pour des services précis et ne doivent pas être établis en fonction des résultats de l'entreprise.
Si on parle de fractionnement de revenus, de salaire, si votre conjoint ou vos enfants travaillent dans l'entreprise, vous pouvez leur verser un salaire raisonnable qui sera imposé à un taux plus faible que si la totalité de ce revenu figurait sur votre déclaration. Par exemple, en Ontario, en 2014, un particulier gagnant 87 000 $ sera imposé au taux de 43,41% d'imposition marginale sur tout revenu excédentaire, tandis qu'un particulier gagnant seulement 18 000 $ ne paierait que 20% d'impôts. Ainsi, en faisant passer 10 000 $ de particulière se situant de la tranche d'imposition supérieure à celui qui est dans la tranche inférieure, un couple épargnerait 2 336 $. L'essentiel est que la personne en question a réellement effectué le travail. Le ARC exige souvent que vous prouviez que le même montant aurait été versé à une personne non liée pour qu'elle accomplisse la même tâche. Faites attention au caractère raisonnable de salaire pour des membres de votre famille qui ne sont pas des actionnaires. Si on parle de fractionnement de revenus sous forme de dividendes, si la structure de capital action vous permet de donner des actions aux membres de votre famille, les dividendes pourraient être attribués à eux plutôt qu'à vous. Cette notion est importante car un particulier qui n'a aucun autre revenu peut recevoir environ 40 000 $ en dividendes non admissibles et ne payer aucun impôt. Sur le sujet de reporter des impôts avec prime, si votre entreprise est rentable, il est possible d'accumuler une prime qui est déduite des bénéfices de l'exercice en cours de la société. Pour vous, qu'elle soit versée à l'employé dans les 180 jours suivant la fin de l'exercice. Cela retarde le paiement des impôts sur la prime car celle-ci peut être versée à l'employé et prise en compte dans son revenu imposable lors de l'année civile suivante. Notez que la fin de l'exercice de la société doit se situer dans la deuxième moitié d'une année civile, après le 6 juillet par exemple. Faites attention au calendrier et à la documentation. Pour plus de renseignements, vous toujours pouvez faire appel aux informations offertes par le ARC qui offre aussi des formations pour les entrepreneurs qui démarrent une entreprise. On embarque maintenant sur le financement. Quelles sont les ligues majeures? Qu'est-ce que recherchent les grands prêteurs, les investisseurs? Il y a deux éléments, la proposition et le chiffre qu'ils veulent voir. La proposition. Pour préparer cette proposition, une planification et une recherche détaillée doivent être effectuées. Assurez-vous que la proposition explique quel besoin est comblé par votre produit ou service, qui sont vos concurrents, et pourquoi vous vous démarquez d'eux, ainsi que le montant dont votre entreprise a besoin pour prendre son essor. Cette proposition doit comprendre une sommaire ou un aperçu de projet, une présentation des principaux éléments, des détails sur votre plan, y compris vos objectifs et ressources en matière de personnel et de technologie. Une conclusion expliquant l'intérêt que présente un investissement dans votre projet, la mention du montant que vous demandez et la documentation
à l'appui, par exemple, des projections détaillées de flux de trésorerie. Quels sont les chiffres qu'ils veulent voir? Les grands prêteurs et investisseurs veulent voir une liste détaillée des coûts de démarrage, y compris les immobilisations nécessaires comme ordinateur, équipement. Ils veulent le plus détaillé possible dans les prévisions de vente, le pourcentage de marge brute, les estimations de frais de vente et de marketing, d'administration et d'exploitation, et ce pour une période maximale de 5 ans. Ils voudront voir les projections détaillées de flux de trésorerie pour le premier exercice sur une base mensuelle, ainsi que des projections à long terme pouvant s'échelonner sur les 3 à 5 prochaines années. Ils souhaiteront aussi voir le rendement annuel estimatif du capital investi, ainsi que les stratégies de sortie prévues pour eux. Assurez-vous de répondre aux questions suivantes. Sur les ventes, quels sont les chiffres projetés? Sur les capitaux propres, d'où provient-il? Et sur l'emprunt, à combien se chiffre-t-il? Quelles sont les sources de financement? On sait toujours les banques ou on peut aussi appeler un prêteur privé. Une banque exigera probablement un plan d'affaires et demandera habituellement une garantie au titre de prêt, par exemple l'engagement d'un parent ou une autre forme de garantie, par exemple un bien. Car il y a un risque que vous ne le remboursiez pas. Le démarche peut exiger une intervention plus grande de votre comptable. Voici des exemples de rapports de comptable. Une compilation, un avis lecteur, une mission d'examen, un audit. À ce moment, vous pouvez toujours détailler, donner une définition sur les rapports comptables. Qu'est-ce que c'est une compilation, qu'est-ce que c'est une mission d'examen et qu'est-ce que ça veut dire par un audit. À part de banques, les prêteurs privés sont source de financement, comme sociétés de capital risque et sociétés de capital investissement, spécialistes de services de banque d'investissement, des sociétés de financement de commerce international, des sociétés d'assurance, des prêteurs hypothécaires commerciaux et des spécialistes en financement d'équipements spécialisés. À ce moment, indépendant de l'expérience financière de votre participant, vous pouvez toujours détailler les 3 segments de marché: rachat, financement mezzanine et capital risque. L'Association canadienne du capital de risque et d'investissement, Canadian Venture Capital and Private Equity Association, constitue une bonne source d'information et donne accès à des sociétés de capital investissement. Les prêteurs privés peuvent aussi être des membres de la famille ou des amis. Une autre source de financement intéressante que je suggère pour votre entreprise sont les crédits d'impôt RS2E. C'est un programme de la recherche scientifique et de développement expérimental et est un programme d'encouragement fiscal fédéral administré par le ARC. Le programme encourage les entreprises canadiennes à mener des activités de recherche et de développement en leur offrant des remboursements et des crédits d'impôt. Les entreprises demandent des crédits d'impôt à l'investissement pour des dépenses telles que le salaire, les matériaux, les machines, l'équipement en général et certains frais généraux. Toujours suivre les conseils sur le site web de ARC. Une des dernières sources de financement sont les financements collectifs. L'idée principale est de générer des fonds pour des projets importants, y compris des projets entrepreneuriaux risqués. On peut aussi recourir à certains programmes d'innovation ou d'embauche de gouvernement. Le financement collectif permet de supprimer l'intermédiaire et d'offrir les fonds directement aux créateurs.
Comme un exemple, c'est le site web le Kickstarter, le programme de financement collectif Kickstarter. Le site a mis en place des filtres de contrôle pour exclure certains types de projets. Les gens participent, choisissent un projet qu'ils aiment et peuvent participer avec des fonds pour aider l'entreprise à grandir ou à démarrer. Pour faciliter la planification de démarrage d'une entreprise, nous vous recommandons ces précieuses ressources. Consultez aussi votre cabinet comptable, votre banquier, le gouvernement de votre province, les autres participants aujourd'hui. Aussi, je vous donne quelques conseils pour conclure. Les éléments essentiels à prendre en compte sont la conformité fiscale, déclarer tous ses revenus et dépenses valides, se constitue en société ou un nom, conformité de la paie des employés, il faut connaître les règles, embaucher prudemment, congédier rapidement s'il y a un problème, toujours regarder les avantages des propriétaires, connaître les règles fiscales, faire ses propres chèques et consulter ses relèves bancaires, ne jamais signer des chèques en blanc, connaître les chiffres et parler à votre banquière. Vous pouvez toujours prendre maintenant quelques instants pour vous permettre de poser des questions ou de formuler des commentaires. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré et j'espère qu'on se revoit à une autre présentation sur la matière fiscale.